Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alain Pariante, donc le directeur adjoint du département droit et transformation sociale, et donc il me revient l'honneur et le plaisir d'ouvrir ce webinaire consacré à un thème ô combien d'actualité sur les élections américaines. Donc je laisserai Clémence Boineau, que je remercie d'ailleurs d'avoir une fois de plus œuvré pour l'organisation de ce webinaire, présenter les participants, mais que je remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci à ces participants de discuter d'un sujet là aussi ô combien d'actualité, puisque tout le monde se pose la question. Alors, je ne vais pas casser le suspense, mais on saura sans doute pas le nom du futur ou de la future présidente des États-Unis ce soir. Mais on sera sans doute plus éclairé, sachant que quand on écoute la radio, quand on lit les journaux, on passe, suivant ce que l'on souhaite, d'un moment d'exaltation à un moment de stress un peu permanent. Donc c'est vrai que pour une fois, et je vais tout le dire très clairement, c'est le cas depuis quelque temps. On a une réelle incertitude sur les résultats de ces élections. Donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir des spécialistes qui vont pouvoir décrypter la situation, décrypter un peu l'information et vous donner des clés de réflexion. Comme d'habitude, il y aura des discussions. Puisque c'est le 17e webinaire organisé par le département droit et transformation sociale et le deuxième cette année. Et nous aurons d'ailleurs un prochain webinaire, Clémence vous le dira, en novembre prochain. Je laisse tout de suite la parole à Clémence qui va présenter les intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes réflexions. Merci beaucoup, Alain. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue et bonsoir, bonsoir et bienvenue, pardon, à ce 17e webinaire, comme l'a dit Alain, qui est organisé par le département de droit et transformation sociale, et il s'agit du tout deuxième de la saison 2024-2025. Donc, le thème que nous allons aborder ce soir sera le grand spectacle de la démocratie US, les élections présidentielles de 2024. Nous sommes donc aujourd'hui à 2 semaines de ces élections qui se dérouleront le mardi 5 novembre et qui opposent Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente démocrate, et Donald Trump, l'ancien président républicain élu en 2016. Et ces deux candidats s'opposent en tout point. Le style, c'est peu de le dire, le programme, la stratégie de communication, les soutiens. Dès lors, nous pouvons nous demander quelles seront les conséquences en fonction de qui est le vainqueur. Vont-nous nous attendre à une nouvelle contestation des résultats comme en 2020? Le camp républicain semble en effet préparer le terrain depuis quelque temps d'une contestation en cas de défaite de sa part. Et outre ce sujet, quelles seront les politiques mises en œuvre par le candidat élu? Quelles seront les premières mesures prises? Et à quoi pouvons-nous nous attendre sur la scène internationale? En effet, ce dernier point, c'est celui qui nous concerne le plus en France. Cette campagne bénéficie d'ailleurs d'une large couverture médiatique dans notre pays, comme tous les 4 ans. Et malgré cela, connaissons-nous vraiment le système électoral américain et les enjeux de cette élection? Même si nous avons tous entendu parler du système des grands électeurs, savons-nous de quoi il s'agit exactement? Savons-nous d'ailleurs que les électeurs ne votent pas uniquement pour un président à cette occasion? À l'heure actuelle, les résultats des sondages sont très serrés et il est impossible de dire qui sera le candidat élu après le scrutin du 5 novembre. Plus que jamais, la victoire se joue au niveau des swing states ou États pivots, et mes collègues reviendront plus amplement sur le sujet un peu plus tard. Jusque-là, cette campagne électorale a pu se suivre comme un feuilleton, avec un Trump qui fascine autant qu'il irrite, et une multitude de rebondissements tels que des doutes concernant l'état de santé de Biden, puis son retrait au profit de Harris, la tentative d'assassinat présumé de Trump, le retournement de prise de position, les sondages qui placent les candidats au coude à coude, et c'est sans doute ce qui rend cette campagne aussi passionnante. Ce sujet a été proposé conjointement par deux enseignants-chercheurs du département d'Aix, et je les en remercie. Donc David Diallo, qui est professeur d'histoire et culture des États-Unis à l'Institut de recherche Montesquieu, et Adrien Chu, qui est maître de conférence en sciences politiques, également à l'Institut de recherche Montesquieu. Et je tiens à dire d'ailleurs que Adrien, c'est sa troisième participation au webinaire citoyen. Ils seront accompagnés par Aurore Porté, qui est enseignante aux politiques US à Sciences Po Lyon, et je remercie chaleureusement d'avoir accepté de se joindre à nous pour cette conférence. Deux dernières petites choses à signaler. Adrien et David sont co-directeurs d'un ouvrage qui est paru l'année dernière et qui est intitulé Trump ou l'érosion de la démocratie américaine, et Aurore y a également contribué.
Donc, les intervenants de ce soir aborderont le fonctionnement et les enjeux des élections présidentielles aux États-Unis de novembre 2024, ainsi que leurs éventuelles conséquences en fonction du candidat élu, aussi bien d'un point de vue national qu'à l'échelle mondiale. Juste avant de donner la parole à David, je tiens également à vous indiquer que vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans l'onglet Q&R. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et nous prendrons un temps après les interventions pour y revenir. David, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc à mon tour de remercier le département d'Aix pour l'organisation de cet événement et merci Clémence à toi d'en avoir facilité la préparation. Bienvenue à toutes et tous, nombreux, je le vois dans la liste des participants à ce webinaire, Clémence l'a dit, intitulé Le grand spectacle de la démocratie US, les élections présidentielles de 2024. Alors vous le savez, Clémence l'a dit, vous êtes avec nous ce soir que le 5 novembre se tiendra l'élection présidentielle aux États-Unis. On l'a dit, deux candidats y seront opposés. D'une part, l'ancien et 44e président des États-Unis, Donald Trump, vainqueur des primaires d'un parti républicain qui lui est quasi totalement inféodé, et de l'autre, Kamala Harris, actuelle vice-présidente, nominée en hâte et en fanfare par le Parti démocrate après le retrait, rare et digne, on peut le souligner, de Joe Biden, qui était jusque-là candidat à sa succession, mais derrière Trump, parfois loin dans les sondages, et plombé par un très très mauvais débat télévisé le 27 juin. Donc cette élection, comme les précédentes, s'annonce encore une fois serrée, palpitante, Clémence l'a dit, inquiétante aussi, suivant où l'on se situe sur l'échiquier politique, avec des candidats au coude à coude, on l'a dit, neck and neck, comme on dit aux États-Unis, dans des sondages dont on peut toutefois douter de la fiabilité si on se remémore les ratés de 2016 ou plus récemment de 2022. Donc on le voit, ce coude à coude dans la première diapo qui vient d'être partagée, où on voit dès la nomination de Kamala Harris, comment les courbes de Trump et la sienne se sont croisées à plusieurs reprises pour finalement se resserrer dans les dernières semaines et arriver dans une marge d'erreur infime qui fait que pour l'instant, en tout cas, il est, même si aujourd'hui, dans les derniers sondages, Trump semble avoir une très légère avance, qu'il est, avec les marges d'erreur, impossible de dire qui l'emportera. Alors, ces deux candidats, Clémence l'a dit brièvement, sont des candidats aux projets opposés sur plusieurs points, mais pas si diamétralement que cela sur d'autres. Trump, tout d'abord, il entend revenir à la Maison-Blanche avec l'expérience du pouvoir et entouré cette fois-ci d'idéologues ultra-conservateurs capables, moins bien amateurs que lors de son premier mandat, où il avait été lui-même surpris de se retrouver élu à la Maison-Blanche. Exit donc les cadres chevronnés du Parti républicain, ceux qui ont pu et celles qui ont pu servir de rempart à ces velléités autoritaristes, désormais remplacés par des idéologues conservateurs opportunistes à l'extrémisme outrancier, au racisme et à la xénophobie décomplexée, qui soutiennent son agenda anti-immigration, pro-hydrocarbures, anti-progressiste et anti-économie verte. De l'autre côté, nous avons Kamala Harris, VIP ou VP, vice-président de Biden, qui propose un programme résolument centriste, en tout cas centriste pour les États-Unis, mais quand même bien à droite peut-être pour nous Français, quitte à abandonner des positions passées et qui restent encore vagues comme candidate sur plusieurs aspects de son programme, sur l'immigration, l'environnement, avec des revirements. Sur le plan économique, elle se présente comme la candidate des classes moyennes et veut créer ce qu'elle appelle une économie des possibles, une opportunity economy. Par contre, concernant le droit à l'avortement, là où Trump reste très ambigu, la position de Harris, en revanche, ne laisse pour le coup aucune place au doute. Elle a été aux avant-postes de la mobilisation démocrate après que la Cour suprême modelée par Trump, a mis fin à la garantie constitutionnelle du droit à l'avortement, une décision après laquelle de nombreux États du Sud ont interdit ou très sévèrement restreint les interruptions volontaires de grossesse. Donc ces deux candidats s'affronteront le 5 novembre, donc, lors d'une élection dont les modalités peuvent surprendre, puisque le ou la vainqueur ne sera en effet, Clémence en a parlé en introduction, pas élu au suffrage universel, direct, mais par des grands électeurs de manière indirecte, donc.
Alors, comment fonctionne ce système? Ce système ancien, archaïque, certains disent, aujourd'hui perçu comme antidémocratique, mais il trouve son origine dans l'histoire politique du pays. Si l'élection se tient traditionnellement, je cite, le premier mardi qui suit le premier lundi de novembre, donc le 5 novembre cette année, ou alors lors du vote anticipé qui a débuté il y a déjà plusieurs jours dans une trentaine d'États sur 50 et qui fait qu'aujourd'hui, à cette date, déjà plus de 17 millions d'Américains et d'Américaines ont déjà voté. Les électeurs seront amenés en fait à voter pour le futur président américain de façon indirecte. En pratique, il sera finalement élu un peu plus tard par un collège de 538 grands électeurs. Donc pour être élu président, un candidat ou une candidate doit donc obtenir les voix d'au moins 270 d'entre eux. Raison pour laquelle, si vous êtes devant les chaînes d'infos en continu le jour de l'élection, vous suivrez des infographies intitulées The Road to 270, chiffre qui marque la majorité à atteindre et qui donnera la victoire. Donc, chaque État se voit attribuer un nombre de grands électeurs équivalent au nombre de ses représentants au Congrès, soit 2 sénateurs, donc ça fait 100 pour les sénateurs, et quel que soit son poids démographique, auxquels viennent s'ajouter les élus à la Chambre des représentants, dont le nombre est, lui, déterminé en fonction de sa population. Et on arrive, avec le nombre des membres de la Chambre des représentants et les sénateurs, à 535 plus 3 grands électeurs pour le district de Columbia. Alors la question que me posent souvent les étudiants lorsqu'on couvre cet aspect du modèle électoral aux États-Unis, ils me demandent mais qui peut devenir grand électeur? Qui sont ces grands électeurs? Alors, pour y répondre, il faut souvent, lorsque l'on travaille et que l'on enseigne sur les États-Unis, se plonger dans la clause 2 de l'article 2 de la Constitution du pays, qui expose que le président et le vice-président sont choisis par de grands électeurs mais sans préciser toutefois le mode de désignation par les États. Et je cite, aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne tenant des États-Unis une charge de confiance ou de profit ne pourra être nommé électeur. Fin de citation. Donc, c'est ce qui est précisé dans la Constitution. Dans les faits, chaque État a son système de nomination des grands électeurs, qui sont des personnes généralement sélectionnées par les partis en remerciement de leur service, soit pour le parti, pour le candidat, sa campagne, et ils sont donc affiliés à cette campagne, à ce candidat et au parti. Dans la forme, cependant, l'élection populaire permet en fait de choisir les grands électeurs qui sont affiliés à un candidat particulier. Par exemple, et peut-être que ça sera plus clair, si Kamala Harris, ce qui est fort probable, remporte une majorité des voix en Californie, l'intégralité des grands électeurs de cet État, c'est-à-dire ceux qui ont été précédemment sélectionnés par le Parti démocrate, voteront pour elle, la soutiendront. Alors, compte tenu de l'évolution de la carte politique américaine, une majorité d'États ne présente plus beaucoup, voire plus aucun enjeu pour les candidats. Les États du Sud, des Grandes Plaines et du Midwest sont ainsi ce qu'on appelle les États rouges. On peut peut-être passer à la carte suivante pour mieux visualiser voilà, les États rouges, acquis aux républicains donc, et ceux, on le voit, du nord-est et de la côte ouest sont à classer parmi les États bleus, acquis aux démocrates. Ce n'est pas en revanche le cas de ces États que vous pouvez voir en gris, que l'on appelle les swing states, les fameux swing states, dont traduit généralement par État pivot ou clé, qui sont des États aux résultats traditionnellement serrés, qui peuvent basculer d'un camp à l'autre à chaque élection, et qui sont donc cruciaux pour la victoire à la présidentielle de novembre 2004. Donc, si certains États sont d'inamovibles swing states, la liste de ces territoires évolue avec le temps. Pour l'élection de novembre 2024, par exemple, entre 6 et 9 États, fournissant entre 77 et 163 grands électeurs, peuvent être considérés comme tels. Enfin, on les considère comme tels puisqu'il y a moins de 5 points de pourcentage d'écart entre les deux principaux candidats. Et là, je me fie ici à un agrégateur qui est assez reconnu, qui est l'agrégateur 270 to Win. Donc ici, on voit, il s'agit de l'Arizona. Je vois pas très bien la carte. Ouais, donc l'Arizona, de la Géorgie, de la Caroline du Nord, du Wisconsin, de la Pennsylvanie, donc vous le voyez sur la carte. Des États, parfois, en tout cas pour ceux du Sud, que l'on a arrêté de qualifier de rouge ou de bleu pour les qualifier de violet, et ce, en raison du risque d'alternance d'une élection à l'autre.
Donc, je vais laisser mon collègue Adrien prendre le relais et discuter de cette carte pour poursuivre et aborder les scénarios possibles à partir du 5 novembre. Merci beaucoup, bonsoir. Alors effectivement, en fait, ce qui est très particulier dans cette élection présidentielle américaine, c'est le fait que on n'a pas une élection, mais en fait 51 élections différentes dans chacun des 50 États, plus le district de Washington, et qu'en fait, sur ces 51 élections indépendantes presque les unes des autres, on n'a que 7 États qui vont être décisifs pour connaître le résultat final de l'élection. C'est les 7 États donc, qui sont en gris sur la carte que vous avez ici. Et je vous ai mis dans la slide suivante donc un comparatif en fait un petit peu de l'état des sondages aujourd'hui dans ces 7 États pivots. Et ce qu'on observe, alors vous avez 3 colonnes puisque j'ai pris en fait 3 compilateurs de sondages différents, 3 organismes différents qui suivent les sondages et qui proposent des modèles donc sur l'état de l'élection aujourd'hui. Et ce qu'on observe en fait dans ce tableau, c'est que dans ces 7 États, on a aujourd'hui une très légère préférence, une très légère majorité en faveur de Donald Trump dans ces sondages, mais avec des écarts qui sont extrêmement, extrêmement faibles, moins de 1 point d'écart dans la plupart de ces États. Donc une élection qui reste vraiment encore en jeu pour les deux candidats. Euh, En 2020 et en 2016, on a eu dans plusieurs de ces États clés des résultats extrêmement serrés, avec là aussi moins d'1 point d'écart. Au final, il y avait eu 4 États qui se sont terminés avec 1 point d'écart entre en 2016 Hillary Clinton et Donald Trump, et 3 États avec un écart de moins d'1 point entre Joe Biden et Donald Trump en 2020. Ça s'était traduit d'ailleurs en 2020 par des délais assez importants dans l'annonce des résultats. On n'avait pas connu l'identité du vainqueur le soir même de l'élection, mais il a fallu attendre plusieurs jours avant de connaître le résultat définitif. Et au regard donc de ces sondages qui annoncent un résultat très serré, eh bien il est probable qu'on ne connaisse pas le résultat de l'élection le soir du 5 novembre, mais que eh bien il faille attendre plusieurs jours possiblement avant de connaître le vainqueur. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans ces 7 États clés, ils ont aujourd'hui tendance à favoriser Donald Trump. Au niveau national, on a des résultats qui sont plutôt favorables à Kamala Harris. D'ailleurs, j'aurais dû préciser, en fait, dans le graphe en haut rouge, c'est les avantages pour Donald Trump. En bleu, c'est quand Kamala Harris a légèrement l'avantage. Donc on a une déconnexion a priori pour l'instant entre les résultats au niveau national et les résultats dans ces 7 États clés, sachant que le score au niveau national ne comptera pas. Le candidat qui arrivera en tête au niveau national n'aura pas de bénéfice. C'est bien donc les grands électeurs qui sont élus dans chacun de ces États-là qui vont déterminer l'élection. Et donc il est tout à fait probable, tout à fait possible plutôt, qu'on ait un résultat similaire à ce qui s'était passé en 2016 avec une victoire d'un candidat, Donald Trump, grâce au système des grands électeurs, alors même qu'il n'a pas la majorité des voix au niveau national. David mentionnait tout à l'heure le fait que les sondages s'étaient trompés par le passé. Et effectivement, je vous ai mis un tableau dans la slide suivante qui montre que lors des 2 précédentes élections présidentielles, on a eu effectivement une sous-estimation du vote en faveur de Donald Trump. Alors, je vous ai mis à chaque fois en fait les 7 États qui avaient été les États décisifs. C'est pas les mêmes, ils changent d'une élection à l'autre. C'est les 2 tableaux que vous avez en bas pour 2016 et 2020. Vous avez dans la première colonne à chaque fois en fait ce que nous annonçaient les sondages juste avant l'élection. Vous avez à côté le résultat et vous avez dans la dernière colonne donc l'écart entre les résultats finaux et ce que prédisaient les sondages. Et ce qu'on observe, c'est que dans 6 des 7 États à chaque fois, le vote en faveur de Donald Trump avait été sous-estimé de manière plus ou moins forte. Alors en 2020, on était quasiment à 2 points d'écart en moyenne de sous-estimation du vote de Donald Trump, mis à part le cas du Wisconsin qui est euh, très particulier, 7 points d'écart, ce qui est absolument énorme par rapport à ce que prédisaient les sondages. En 2016, il y avait eu des fluctuations beaucoup plus importantes. Dans un État, on avait sous-estimé le vote d'Hillary Clinton de plus de 3 points. Dans d'autres, c'était le vote de Donald Trump qui était sous-estimé de 3 à 4 points. Donc, toujours est-il que, effectivement, au regard donc, de la manière dont les sondages se sont comportés lors des précédentes élections présidentielles, on pourrait
penser que Donald Trump serait de nouveau favori, dans le sens où peut-être que les sondages actuels de nouveau sous-estiment son vote. Alors, il faut nuancer un tout petit peu la chose, puisque les sondeurs tiennent compte évidemment des erreurs qu'ils ont pu commettre et cherchent à faire évoluer leur modèle. Et puis par ailleurs, si on élargit un petit peu le spectre, qu'on s'intéresse pas uniquement aux 2 dernières élections présidentielles, mais qu'on s'intéresse aussi à l'élection présidentielle de 2012 ou aux élections de mi-mandat de 2022, eh bien dans ces 2 élections-là, c'était le vote démocrate qui avait été sous-estimé. Et en 2012, on annonçait un scrutin extrêmement serré entre le candidat républicain Mitt Romney et puis le président sortant Barack Obama. Et finalement, Obama l'avait emporté de manière relativement confortable. Et donc, on avait eu voilà, une sous-estimation assez forte du vote démocrate. Donc ça pour dire qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il est tout à fait possible qu'on ait une victoire nette de Donald Trump, il est tout à fait possible qu'on ait une victoire nette de Kamala Harris, et il est tout à fait possible qu'on ait un résultat extrêmement incertain qui amène donc à des délais dans l'annonce des résultats. Une chose apparaît relativement sûre, c'est que en cas de résultat serré ou en cas de résultat qui pourrait laisser penser à une victoire de Kamala Harris, on aura très certainement une contestation des résultats par le camp républicain. C'est quelque chose qu'on peut penser parce que, eh bien, c'est ce qui s'est passé lors de la précédente élection présidentielle. Donald Trump, en 2020, a refusé de reconnaître sa défaite. Il ne reconnaît toujours pas sa défaite. Et il est allé extrêmement loin dans la contestation des résultats et dans la tentative de se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale. Et il a déjà repris dans ses discours de campagne aujourd'hui un certain nombre d'éléments laissant planer un doute sur le résultat, sur la fiabilité du scrutin et laissant très clairement penser qu'il n'acceptera pas des résultats qui lui seraient contraires et qu'il est déjà en train de préparer son électorat à une contestation des résultats dans le cas d'une défaite. Une chose qui est relativement probable, c'est que, alors même que les résultats le soir de l'élection ne seront pas immédiatement clairs, eh bien, il est possible que Donald Trump déclare une victoire. C'est ce qu'il avait fait en 2020. Au milieu de la nuit, il avait revendiqué la victoire, alors même qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour le faire, et alors même que finalement les résultats ont montré qu'il avait perdu. Et ensuite, Donald Trump avait engagé toute une série d'actions et je vais revenir rapidement sur certains des principales initiatives qu'avait pris Donald Trump en 2020 pour contester les résultats de l'élection. Il avait engagé un certain nombre de procès. Il y a eu plus d'une soixantaine de procès qui ont été engagés par Donald Trump, certains de ses alliés, pour contester les résultats. Alors ça, bon, c'est leur droit, et la justice leur a donné tort quasiment systématiquement. Mais on a eu d'autres actions prises par Donald Trump de pression sur des officiels pour les amener à intervenir et à modifier le résultat dans certains États, donc faire en sorte que certains États qui étaient tombés du côté de Joe Biden, eh bien, que ces officiels reviennent sur ces résultats pour attribuer les grands électeurs de ces États à Donald Trump. Ça a été le cas, par exemple, en Géorgie. On sait qu'il a fait pression sur le gouverneur de Géorgie à plusieurs reprises pour que celui-ci, eh bien, convoque une session spéciale du Parlement afin que le Parlement, en fait, vote et substitue au résultat des urnes en fait une décision donc des parlementaires pour invalider le résultat favorable à Biden. Il a fait pression sur d'autres responsables politiques en Pennsylvanie sur le président de la Chambre, là encore pour avoir une session exceptionnelle de la Chambre pour invalider le fait que la Pennsylvanie avait voté en faveur de Joe Biden. Trump et ses alliés dans plusieurs États ont participé à la création de faux certificats, donc des États qui avaient voté Biden et qui avaient certifié l'élection de Biden. Des alliés de Donald Trump ont produit de faux certificats annonçant que ces États avaient en réalité voté pour Donald Trump. Donald Trump a renvoyé un certain nombre de personnalités de sa propre administration qui avaient publiquement pris position pour dire que, eh bien, Biden avait gagné, qu'il n'y avait pas eu de fraude lors de l'élection. Il a renvoyé son ministre de la Justice, il a renvoyé notamment le responsable de la cybersécurité et de la surveillance des élections du point de vue cyber. Donc, il a puni un certain nombre d'officiels de sa propre administration, de son propre parti, mais qui ont tenu ce discours contraire à ses intérêts.
Il a ensuite mené une campagne de pression sur le ministre de la Justice par intérim pour que celui-ci ouvre une enquête sur de supposées fraudes, pour que celui-ci saisisse la Cour suprême pour essayer de faire invalider l'élection. Quand ce ministre par intérim a refusé, il a menacé de le virer pour mettre à la place un candidat loyaliste qui aurait pu suivre ses consignes. On sait aujourd'hui qu'il y a des plans qui ont été élaborés par des alliés de Donald Trump visant à instaurer possiblement la loi martiale, à supprimer l'exercice constitutionnel régulier. Ça avait conduit à l'époque à ce que l'ensemble des anciens ministres de la Défense américains prennent publiquement position pour dire que l'armée n'avait pas à intervenir dans le résultat d'une élection présidentielle. Et enfin, eh bien, il a fait pression sur son vice-président, Mike Pence, pour que celui-ci, lors de la certification des votes le 6 janvier, eh bien, refuse de certifier la victoire de Joe Biden, comme si une seule personne, le vice-président, pouvait invalider le résultat d'une élection et choisir lui-même tout seul qui était le vainqueur. Évidemment, ce jour du 6 janvier, c'est également un jour marqué donc par l'attaque contre le Capitole avec des supporters de Donald Trump donc, qui ont violemment pénétré dans le bâtiment pour empêcher la certification des résultats. Et donc, voilà, Donald Trump est allé extrêmement loin dans la contestation des résultats en 2020 et tout laisse penser qu'un scénario similaire se reproduira si de nouveau il est donné perdant de la prochaine élection. Juste un tout dernier point avant de céder la parole à Aurore. Euh, Ce qu'a fait Donald Trump en 2020 s'apparente à une tentative de coup d'État. Je pense qu'on peut employer les termes, en tout cas du côté de la science politique, par rapport aux critères. Pour pouvoir parler d'un coup d'État, on a un certain nombre de critères qui sont remplis, vouloir se maintenir au pouvoir en dépit d'une défaite électorale. Et ce qui est absolument frappant, c'est que cette tentative donc d'invalidation des résultats, eh bien, n'a eu quasiment aucune conséquence, puisque Donald Trump est aujourd'hui le candidat du Parti républicain et il a 50% de chances, plus ou moins, de redevenir président dans quelques temps, alors même qu'il fait l'objet de poursuites au niveau fédéral et dans l'État de Géorgie pour ses actions à ce moment-là, alors même qu'il a été impeaché par la Chambre des représentants, qu'il a subi un procès devant le Sénat et un procès qui s'est terminé donc par son acquittement, mais parce que la majorité pour condamner un président devant le Sénat, c'est une majorité des 2 tiers qui n'a pas été atteinte. On a tout de même 57 sénateurs qui ont voté en faveur de sa condamnation. Donc une majorité, 57 sénateurs sur 100, qui ont voté en faveur de sa condamnation devant le Sénat. Je laisse tout de suite la parole à Aurore. Merci Adrien. Alors moi je voulais élargir un petit peu le focus qu'on peut avoir sur les élections américaines en vous apportant d'autres perspectives et notamment euh, le casting 2024 des vice-présidents. Alors les vice-présidents aux États-Unis, Clément, si tu peux passer à la slide suivante, on les voit là en train de débattre lors d'un débat qui a été télévisé. Donc le vice-président traditionnellement aux États-Unis, c'est un petit peu l'assurance d'essai du président. Et pendant la campagne, le principe, on le dit en anglais, c'est do no harm, c'est-à-dire il faut pas trop en faire parce que si on en fait trop, on risque de se trouver à concurrencer un petit peu en image le président. Alors, en 2024, on peut vraiment dire que pendant ce cycle électoral, les vice-présidents sont quand même des figures importantes médiatiques. On les voit ici débattre. Donc, on a à gauche J.D. Vance, qui est un sénateur qui vient de l'Ohio, donc pour le Parti républicain, et à droite Tim Walz, qui est un gouverneur du Minnesota. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un certain nombre de points communs. C'est 2 hommes blancs d'un certain âge, un âge un peu plus certain pour Walz que pour Vance, mais surtout des hommes du Midwest qui représentent une certaine version de la masculinité aussi. Et qui représente cette masculinité dans les médias. Donc on a par exemple Tim Walz qui parle de sa voiture, qui sort avec son arme à feu. Je précise que c'est un démocrate, hein, ou avec son chien. Donc il y a une image un petit peu de Monsieur Tout-le-Monde qui casse un peu l'image du Parti démocrate qu'on pourrait avoir. Et puis on a J.D. Vance qui participe à de nombreux podcasts, qui est quand même assez présent sur les ondes pendant cette élection.
Et d'ailleurs, on le voit sur la slide suivante, il y a une vraie guerre médiatique entre eux, une vraie compétition. Donc, on voit ici à gauche un mème qui a été posté sur Truth Social. Donc, Truth Social, c'est la plateforme qui a été créée par Donald Trump en 2022 lorsqu'il a été chassé de Twitter, parce qu'il voulait une plateforme alternative qui lui permettrait de s'exprimer. Et on voit ici, donc, c'est une plateforme quand même majoritairement conservatrice. On voit ici quelqu'un qui a posté un mème pour se moquer de la réaction de Tim Walz pendant le débat, alors que J.D. Vance, lui, regarde la caméra avec un air un petit peu de connivence en disant, bon, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et on voit aussi à droite le Parti républicain qui se moque, en fait, de Tim Walz, qui essaie d'utiliser son côté homme du Midwest qui va chasser le faisan et qui communique sur ces questions-là en le tournant un petit peu au ridicule. Donc on voit que le débat ne concerne pas juste les présidents, il y a aussi une petite guerre médiatique entre les vice-présidents avec ces personnages quand même assez intéressants. On a J.D. Vance qui est un petit peu une version plus jeune de Trump, qui est quelqu'un qui est quand même habitué à avoir des positions assez clivantes. Et de l'autre côté, Tim Walz, qui est vraiment l'équilibre de Kamala Harris, c'est-à-dire que d'une part, elle est une femme, lui est un homme, d'un certain âge, qui est quand même assez, qui projette une image centriste, même si on pourrait discuter, parce qu'en tant que gouverneur, il a quand même eu des réformes relativement progressistes, qui est un homme, un monsieur tout le monde, assez rassurant, donc qui est là pour contrebalancer la candidature de Kamala Harris. Donc on a ces vice-présidents qui sont assez présents, mais on a aussi, et c'est l'objet de la slide suivante, de nombreuses autres élections, parce que c'est vraiment très important de rappeler que ce qui se joue là au mois de novembre, c'est pas juste le ticket président, vice-président, mais c'est aussi toute une série d'élections. Alors au niveau fédéral, dans un premier temps, puisqu'on a une séparation des pouvoirs quand même entre la présidence, le Congrès et la Cour suprême. Et au Congrès, on a quand même à pourvoir cette année 468 sièges, 33 au Sénat et 435 à la Chambre. Et c'est pas anodin puisque pour l'instant, il y a une toute petite majorité au Sénat des démocrates et une majorité des républicains à la Chambre. Mais que va-t-il se passer en 2024? On n'est pas encore sûr de la majorité pour l'un et pour l'autre. C'est vraiment très serré. Et du coup, la présidence va quand même être tributaire de cette division du pouvoir et de cet équilibre quand même très restreint. On a vu une présidence Biden quand même relativement affaiblie par une majorité républicaine au Congrès, tout comme on a vu une présidence Trump qui a pu être affaiblie par une majorité démocrate au Congrès. Donc ces élections au Congrès vont vraiment être importantes. Je vous rappelle quand même que la Chambre est renouvelée tous les 2 ans. Donc on a vraiment tous les 2 ans une possibilité d'avoir une concurrence au pouvoir présidentiel. Et puis au niveau vertical aussi, on a une division quand même du pouvoir importante puisque on a 50, on parlait tout à l'heure de 50 élections, mais il y a aussi 50 élections dans 50 États qui ont chacun un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. On a aussi des élections locales. On a par exemple cette année 11 États différents et 2 territoires qui vont élire leur gouverneur. Et on a tout un tas d'autres élections dans les municipalités. Alors là, vous avez par exemple sur la droite, je vous ai mis l'élection du shérif. Donc c'est un shérif au Texas. Donc les shérifs, eux aussi, sont élus dans certains États et dans certains comtés. Pour la petite histoire, donc c'est un shérif qui se présente au Texas et qui est un sécessionniste texan. Donc on a aussi des personnalités un peu politiques locales qui profitent du cycle électoral pour pousser certaines thématiques. Et en l'occurrence, le shérif que j'ai choisi ici est un républicain. Voilà, donc on a de nombreuses élections au niveau fédéré, donc dans chaque État. Et puis, on a aussi au niveau local et on a aussi d'autres élections qui concernent des process un petit peu particuliers à certains États qui pratiquent la démocratie directe. Donc, c'est pas le cas dans tous les États, mais on a un certain nombre d'États qui proposent des référendums citoyens, qui proposent aussi des élections
qui mettent en balance des personnels élus, ce qu'on appelle les recalls. Donc en fait, on peut destituer un personnel politique si on considère qu'il n'a pas fait un travail qui correspond à ce qu'on attend de lui ou d'elle. On peut le voir sur la slide suivante ici, puisque dans l'État de l'Arizona, donc vous le savez peut-être, hein, les questions d'avortement sont maintenant des questions qui sont légiférées par les États, hein, suite à la décision de la Cour suprême Dobbs v. Jackson. Et donc on voit ici qu'il y a un référendum autour de la question des prises de position de deux juges de la Cour suprême de l'État de l'Arizona. Donc je ne parle pas de la Cour suprême fédérale, mais de la Cour suprême de l'État de l'Arizona, où on voit deux juges qui avaient été nommés par un gouverneur conservateur, Doug Ducey, et qui ont eu des positions très conservatrices sur la question de l'avortement. Et donc, on a un lobby citoyen qui s'est mis en place et qui essaie de les destituer. On voit ici à gauche leur matériel de communication qui a été diffusé notamment via les réseaux sociaux et via Instagram. Donc, on voit bien ces juges, these judges voted to end abortion access in Arizona. Donc, ces juges sont allés à l'encontre d'un accès libre à l'avortement dans l'Arizona. Il faut absolument les destituer. Donc, votez bien à la prochaine élection pour destituer ces juges. Et on voit à droite donc le point de vue opposé, c'est-à-dire protéger l'indépendance de la justice. Ne votez pas contre ces juges et ne votez pas pour leur destitution. Donc, je voulais illustrer là le fait qu'on a énormément d'élections différentes qui vont se jouer au mois de novembre, avec des conséquences au niveau local, au niveau des États et au niveau national. Et je voulais juste, du coup, vous montrer à quoi ça ressemble de voter dans un État américain. Donc, j'ai une Américaine qui m'a fait la gentillesse de me scanner son bulletin de vote. Donc, on voit déjà que c'est un bulletin qui ressemble pas du tout à un bulletin français. On a un certain nombre de cases ovales à griser. Donc, voilà, on vous explique bien comment il faut faire. Donc, si vous avez déjà passé un test comme le TOEFL, par exemple, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est vraiment la technique du grisage de cases, voilà, qui est quand même assez technique puisque c'est des bulletins qui sont ensuite lus par ordinateur. Alors, je précise quand même que chaque État est différent. Dans chaque État, puisque la Constitution a dévolu l'organisation des élections aux États. Donc, chaque État a une procédure légèrement différente. Voilà, le bulletin peut être un petit peu différent, on peut avoir des machines pour voter, etc. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'État de Washington. Et donc, on voit bien dans cet État que les citoyens vont voter donc au niveau fédéral pour le ticket président-vice-président. Et vous voyez qu'il n'y a pas que le Parti démocrate et que le Parti républicain. On a aussi d'autres partis qui sont beaucoup plus minoritaires. On a au centre donc des initiatives citoyennes qui sont des formes de référendum qui sont proposées par les citoyens, donc une illustration de ces exemples de démocratie directe. Et on voit sur la slide suivante qu'il y a aussi tout un tas d'autres élections qui sont proposées. Donc là, j'ai fait un petit montage, hein, c'est un petit peu fait maison, donc c'est pas forcément très aligné, mais on voit qu'il y a le vote pour le Congrès, pour l'État, et pour différentes positions, donc à la fois au niveau de la justice, de, de la ville, et puis on a aussi, on va jusqu'au school districts, donc élire les représentants pour les écoles. Les représentants de la loi, etc. Voilà, donc c'est vraiment énormément d'élections qui se font le même jour. Et donc ça a deux conséquences. Ça a une conséquence en termes de mobilisation, c'est-à-dire si vous faites un référendum sur une question qui va toucher, par exemple, à l'avortement, vous aurez peut-être plus de personnes qui vont venir voter ce jour-là. Donc on a vu dans l'Arizona, on va essayer de mobiliser les gens pour venir voter pour ou contre quelque chose qui vraiment leur tient à cœur. Et puis, deuxième chose, on va avoir aussi des formes de report de voix, c'est-à-dire que on va avoir des républicains qui vont tendance à avoir, quand ils vont voter, ils vont avoir tendance à voter républicain tout au long de leur bulletin de vote, ou démocrates tout au long de leur bulletin de vote, et puis d'autres qui vont choisir à droite et à gauche. Mais voilà, je pense que c'est important de pouvoir voir à quoi ressemble l'élection du point de vue américain. Je laisse la parole à mon collègue David Diallo. Merci Aurore. Donc moi je vais enchaîner sur la diapo suivante euh, qui montre, vous le voyez, l'accès au bureau de vote le jour de l'élection qui peut, comme on le voit, on voit les longues lignes d'attente, hein, vous la voyez, elles s'étendent jusque derrière les voitures sur le parking.
et donc des files d'attente qui peuvent parfois prendre plusieurs heures. Euh, alors, Aurore l'a expliqué, hein, en raison de bulletins, d'une part, qui sont plus longs à remplir, vous avez vu, que ceux que nous connaissons. Mais cette image me semble assez parlante puisqu'elle offre une métaphore de l'accès au droit de vote aux États-Unis qui reste très compliqué. Alors, si en France, voter est l'histoire de quelques minutes, hein, cela se révèle être bien plus long aux États-Unis. Voter est également plus simple en France car les élections sont organisées le dimanche, mais pas aux États-Unis. Vous le savez, nous l'avons dit, elles auront lieu le mardi 5 novembre et le mardi pour des raisons historiques, géographiques, religieuses qui n'ont pas changé. En outre, l'accès aux urnes se trouve parfois, même s'il est compliqué pour les raisons qui viennent d'être évoquées, délibérément rendu plus compliqué pour décourager un électorat spécifique, un électorat catégoriel, qui pourrait faire pencher l'élection d'un côté ou de l'autre, et généralement la faire pencher du côté démocrate. Alors, comme souvent à travers l'histoire, ce phénomène qu'on appelle de suppression des électeurs, c'est-à-dire essayer d'empêcher un certain groupe de voter, vise en particulier les populations africaines-américaines, dont le vote, encore aujourd'hui, reste confronté à des obstacles persistants. Alors, les tentatives pour décourager ou empêcher leur vote n'ont jamais cessé, en fait, hein, depuis l'abolition de l'esclavage. Un électorat noir qui représente, on le voit sur la diapo suivante, 12% de l'électorat total, mais qui penche traditionnellement vers le camp démocrate. En 2016, donc on ne le voit pas ici, mais cet électorat, seulement 8% des Noirs américains ont voté pour Donald Trump, soit 92% pour Hillary Clinton. Même chiffre en 2020, on le voit, hein, les gros écarts hein, chez les hommes et femmes noirs. Donc ce groupe électoral, cet électorat reste un électorat important à capter, et si on ne peut le capter, à le dissuader de se rendre aux urnes par tous les moyens que l'on peut trouver. Raison pour laquelle il se heurte encore aujourd'hui, et une fois de plus, à de nouveaux obstacles au vote, une pratique, dont je l'ai dit, hein, qu'on appelle en anglais voter suppression, et ce, généralement, dans des États dirigés par des élus républicains. Alors, de quelle manière peut-on empêcher ce vote, supprimer ce vote? Alors, grossièrement, cette voter suppression consiste à la mise en place de discrimination dans l'exercice du vote. Alors, elle ne se traduit pas comme après l'arrêt Dred Scott de 1857 par une interdiction totale et formelle, elle se manifeste désormais par la mise en place de règles de droit, parfois adoptées en dernière minute, des règles grossièrement injustes, et qui se traduisent, dès qu'elles sont mises en application, par une, une série d'entraves et de difficultés que rencontrent certaines parties de la population, je l'ai dit, hein, souvent les mêmes, l'électorat noir, à avoir matériellement accès aux urnes, notamment soit par manque de temps ou en raison de complications administratives. En fait, on cherche à mettre le plus d'embûches possible pour l'accès aux urnes le jour du vote. Alors, ces règles qui sont mises en place touchent à toutes les étapes du processus électoral, hein. Il peut s'agir de modalités supplémentaires pour l'inscription sur les listes, ajout de conditions spéciales pour voter par correspondance, par exemple. Il peut s'agir de fixer des règles plus strictes pour prouver son identité lors du vote. Dans un pays, il a été dit hein, dans une conférence que nous avions organisée avec Adrien il y a quelques années sur la Cour suprême, sur le fait que enfin, les étudiants ne comprennent pas trop pourquoi le fait de réclamer la carte d'identité constitue une entrave à l'accès au vote, parce qu'aux États-Unis, en fait, très peu de gens ont des cartes d'identité. Et c'est souvent les populations les plus pauvres et les plus précaires qui n'ont pas de carte d'identité, ce qui exclut de fait une grande partie des populations noires, de la population noire, qui si elle constitue seulement 12% de la population totale, autour de 12-13%, bah, peut constituer 40 ou 45% des personnes qui ne disposent pas de carte d'identité, ce qui les exclut de fait de modalités de vote. Il peut également s'agir du raccourcissement de la période d'envoi des bulletins de vote par correspondance ou de suppression du bureau de vote dans certains quartiers ciblés comme n'ayant pas bénéficié au pouvoir en place. Alors, ces mesures
prises pour la plupart au nom de la lutte contre la fraude dont Adrien a parlé, alors que, il faut être clair, elle est quasiment et résolument inexistante aux États-Unis. Voilà, les résultats des procès et des actions en justice intentées par les alliés de Trump l'ont bien montré. Tous les procès, ou l'intégralité, la quasi-intégralité des procès ou des procédures qui ont été mises en place ont été rejetées. Donc ces mesures, néanmoins, elles existent et elles sont dénoncées par les défenseurs des droits civiques car elles détournent des urnes certaines catégories d'électeurs qui sont généralement pro-démocrates. Alors, les responsables politiques républicains locaux ne manquent pas de créativité. Je l'ai dit, il peut s'agir de fermer des bureaux de vote à majorité noire, comme cela fut le cas par exemple dans le Kentucky, ou à varier l'amplitude horaire afin d'empêcher les gens qui travaillent d'aller voter, de systèmes de vote électronique déficients, ce fut le cas dans l'État de Géorgie par exemple, d'anciens prisonniers ou condamnés interdits de vote en Floride, ou des citoyens rayés des listes électorales, faute d'avoir voté depuis plusieurs années. Ce fut le cas, par exemple, dans l'État d'Ohio. Bref, vous l'aurez compris, compliquer ou empêcher le vote de millions d'électeurs fait partie de la tradition électorale américaine, dont les modalités, Aurore l'a souligné, sont fixées par les États. Donc, l'élection à venir n'échappe pas à la règle, avec une discrimination souvent indirecte. Par exemple, j'ai parlé de lois qui empêchent les anciens condamnés ou les détenus, les gens qui ont été détenus de voter. Alors, les élus qui ont mis en place ces mesures, euh, s- privant le droit de vote, les anciens condamnés ou les anciens détenus, sans les nommer ouvertement, visent les Noirs qui sont surreprésentés dans la population carcérale de ces États. Donc, si vous vous assurez, encore une fois, de l'évacuation du vote de ces groupes qui, traditionnellement, favorisent le camp politique d'en face. Alors, la lutte pour l'égalité des droits de vote pour les Noirs et anciens esclaves, je l'ai dit, hein, a pris la forme d'une conquête par parler successifs, et ce, en dépit de dispositions constitutionnelles qui étaient censées empêcher, en principe, les discriminations dans l'octroi du droit de vote. Donc, si on remonte l'histoire du pays, au sortir de la guerre de sécession, l'adoption du 15e amendement en 1870 rend illégale la limitation du droit de vote pour raison de race, couleur ou conditions antérieures de servitude. À l'époque, il faut le savoir, le droit de vote n'était alors accordé qu'à un sous-ensemble étroit de la société, les propriétaires terriens blancs. Donc, le 15e amendement va remédier à ces formes de discrimination. Et alors même que les barrières au vote commencent à tomber dans les décennies qui suivent, notamment lors de la période de reconstruction qui suivit la guerre de sécession et qui voit les premiers élus africains-américains, anciens esclaves, de nombreux siéger dans des parlements locaux, de nombreux États du Sud alors, en réaction, érige de nouvelles barrières, telles que par exemple des taxes électorales. Voilà, pour aller voter, il faut payer. Ou des tests d'alphabétisation. Bien sûr, les anciens esclaves sont très peu à savoir lire, donc on les élimine des listes. Ou alors, on met en place une règle connue sous le nom de règle du grand-père, qui permet le vote uniquement à des nouveaux électeurs dont les grands-pères ou les grands-parents pouvaient déjà voter, ce qui exclut de fait une grande partie de la population servile. Donc, on le voit bien, hein, toutes ces lois qui sont adoptées, donc il y a eu un combat pour les droits civiques et essayer de retrouver le droit de vote, mais à chaque avancée, comme la loi sur le droit de vote de 1965, a succédé un refoulement qui a fait que la protection électorale a toujours été un enjeu des élections, notamment lors de la décennie précédente et encore plus depuis la défaite de Trump, où, visant à semer le doute sur l'intégrité du scrutin, cette question du droit de vote a été centrale et a donné lieu à des entraves techniques dans l'exercice du droit de vote, dont plusieurs cas préoccupants se multiplient ces dernières années, surtout dans les anciens États esclavagistes qu'on appelle les États du Sud profond, avec des modifications récentes et des altérations au droit de vote qui font que les populations les plus précaires, et généralement noires, se retrouvent visées et empêchées de se rendre aux urnes. Donc, je vais rendre la parole à Aurore, il me semble, pour qu'elle poursuive cette discussion. Oui, alors moi je voulais revenir rapidement, je vais peut-être raccourcir un petit peu cette
cette partie-là et vous pourrez nous poser des questions, hein. Je pense que c'est en fonction des thématiques qui vous intéressent. C'est vrai qu'on essaye de couvrir des thématiques assez larges pour vous permettre de mieux comprendre ces élections. Et c'est important de noter qu'il y a un nombre de thèmes qui ont émergé de cette campagne, qui sont pas forcément très originaux, hein. C'est un peu des marronniers des élections américaines, mais qui sont quand même importants pour comprendre un petit peu et faire des pronostics sur cette élection. Cette élection, en fait, de 2024, c'est d'abord un référendum d'impopularité, en fait, parce qu'on se trouve dans une situation un peu exceptionnelle où on a, en fait, un sortant contre un sortant. C'est-à-dire qu'on a un sortant, enfin, on a Kamala Harris qui est d'une administration sortante et on a Trump qui est quand même un sortant d'une certaine manière puisque il a remporté l'élection en 2016 et il a eu un mandat de 4 ans. Pourquoi un référendum d'impopularité? Parce qu'en fait, Kamala Harris, elle hérite de l'impopularité de la présidence Biden, hein. On a vraiment un président qui est relativement impopulaire. On voit sa courbe de popularité en bas à gauche. On voit qu'on a aujourd'hui 57% des Américains qui n'approuvent pas ce président. Et cette impopularité, elle est quand même grandement liée à l'inflation galopante aux États-Unis. Donc, on a une petite amélioration quand même de cette inflation, mais quand même, ce que les Américains retiennent, c'est la douleur au moment de passer à la caisse. Le prix des tomates, le prix de la viande, c'est vraiment des choses qui reviennent quand on quand on interroge les Américains sur leur vision des choses. Et puis, on a aussi Donald Trump qui est quand même impopulaire. On le voit en bas à droite. Aussi, on a 52% des Américains qui sont défavorables à Donald Trump. Ce qui est intéressant de regarder, c'est il y a eu une petite hausse, on va dire, d'impopularité au moment de ses débords avec la justice. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui vraiment lui fait du mal. C'est quelque chose qui lui fait du mal auprès de ses détracteurs. Mais finalement, ses soutiens ont tendance à considérer que ces débords avec la justice sont simplement un harcèlement judiciaire qui a été mis en place par l'administration Biden. Donc la rhétorique de Trump là-dessus est quand même relativement efficace. En tout cas, on peut le constater dans les sondages. Donc, on a deux candidats relativement impopulaires, mais quand même une candidate qui est un petit peu plus impopulaire parce qu'elle vient d'une administration sortante. Et on sait que l'économie, c'est vraiment quelque chose qui est très, très déterminant pour une administration sortante et qui a vraiment pesé sur un certain nombre d'élections. On peut penser par exemple à Bush senior qui n'a pas été réélu à cause de petites difficultés économiques contextuelles au moment de son élection qui ont permis à Bill Clinton de passer en tête des sondages. On a d'autres questions qui sont très clivantes, donc je reviendrai pas sur toutes ces questions, mais la question des armes à feu, la question de l'avortement, donc c'est des questions qui peuvent mobiliser certains électeurs et qui peuvent, à la marge, en fait, favoriser un candidat ou un autre. Mais c'est pas forcément des questions qui soulèvent vraiment les foules parce qu'on a une vraie polarisation en fait entre les deux partis et on a un électorat qui est quand même assez, enfin qui est déjà décidé sur ces questions en partie. Et on a la question de l'immigration qui est quand même une grosse inquiétude de la part de l'ensemble de l'électorat américain. Mais encore une fois, sur cette question-là, on voit une impopularité de la présidence, de la présidence Biden sur ces questions-là et un repositionnement quand même stratégique des démocrates sur une vision un petit peu plus punitive autour de l'immigration pour s'adapter donc à l'opinion publique. Et donc la thématique suivante que je voulais aborder également, c'est celle de cette polarisation et de la guerre médiatique qui est en place entre les deux candidats et entre les deux partis. Il faut s'imaginer qu'aux États-Unis, les Américains sont vraiment bombardés de messages publicitaires. Ça va du matin où le téléphone va sonner, on va recevoir des SMS. Est-ce que vous avez bien soutenu votre candidat? Allez voter. À la télé, donc avec des spots publicitaires qui tournent en boucle sur les candidats à la fois locaux, nationaux. Aux réseaux sociaux, on a des boucles complètes avec des publicités électorales. Aux différentes chaînes qui diffusent des émissions qui parlent de politique, en fait,
depuis des mois, depuis les primaires qui ont commencé, vous vous rappelez, cet hiver, on a quasiment finalement un an de couverture médiatique sur cette élection. Chaque citoyen américain, un petit peu dans sa bulle, va suivre de son côté l'élection. Et on a aussi vraiment à la fois des spots publicitaires qui vont mettre en valeur des candidats, mais aussi beaucoup de campagnes qui sont très négatives, très critiques. Donc là, on voit en bas deux exemples. Le premier, c'est la campagne de Trump qui critique Kamala Harris, qui n'a rien fait, nothing. Elle n'a rien fait sur l'immigration, elle n'a rien fait sur l'économie et l'inflation. Vraiment, elle n'a rien fait pour sauver les États-Unis. Et on voit Kamala Harris à droite de l'autre côté qui utilise, elle, des petits extraits des discours de Trump pour montrer à quel point il peut être dangereux. Donc on a vraiment une utilisation des images des différents partis, mais aussi des images du parti adverse qui sont critiquées. Et on entre un petit peu dans cette boucle médiatique infinie d'auto-renforcement de chaque côté de l'aile politique. On pourra peut-être revenir là-dessus, mais c'est aussi cette communication médiatique renforcée et toutes les mesures qui sont mises, qui sont en fait toutes les mesures qui sont prises par chaque parti pour essayer d'avoir une exposition maximale, qui expliquent aussi en partie l'explosion des budgets des différentes campagnes. On le voit sur le graphique de la slide suivante avec non pas des millions, mais des milliards de dollars qui sont dépensés dans cette élection. Alors là, on voit qu'avec la question de l'inflation, en fait, les budgets de 2020 ne sont pas tant dépassés que ça, mais on voit bien que les derniers cycles électoraux, en particulier 2020 et 2024, on a vraiment une débauche de dépenses autour de l'élection. Et Adrien va nous parler justement de la radicalisation des différents messages et de la rhétorique. Et effectivement, ça me semblait important de terminer en évoquant l'évolution de la rhétorique de Donald Trump, qui a toujours été un petit peu à la marge, on va dire, du discours politique classique aux États-Unis, mais qui, dans le cadre de cette campagne, vraiment franchit de nouvelles lignes qui étaient même, en fait, d'une manière qui était assez impensable pour une démocratie mature telle que les États-Unis. Et je vous ai mis quelques extraits et j'ai pris ici des extraits de discours de campagne de Donald Trump ou alors des posts sur son réseau social pour bien vous montrer que c'est un discours donc qu'il assume. C'est pas quelque chose qui, voilà, des mots qui lui échappent par moment. C'est vraiment la rhétorique qu'il emploie aujourd'hui. Et on n'est pas dans la caricature de ce que je vais vous présenter. Ça correspond vraiment à sa rhétorique. Alors ici, c'est une première slide qui a trait à la question de l'immigration, avec un vocabulaire, vous voyez, où il nous dit que l'immigration empoisonne le sang de la nation américaine. Une référence ici enfin, des termes qui font écho quand même à des termes qui étaient employés notamment contre les Juifs au moment de l'Allemagne nazie. Il parle d'occupation, il parle d'États-Unis qui ont été envahis. Vous voyez l'image qui poste à droite où il disait en anglais, c'est rencontrer vos nouveaux voisins si Kamala Harris est élue. Et on a ici une forme de déshumanisation de l'immigration qui va beaucoup plus loin que par le passé chez Donald Trump. Vous voyez dans la citation en bas à gauche, il qualifie certains migrants d'animaux carrément. Ici, une des principales caractéristiques, une des principales propositions de sa campagne cette année, c'est de mettre en place un plan d'expulsion massive. Son premier mandat avait été caractérisé par l'interdiction d'entrer sur le territoire américain. Son deuxième mandat pourrait être caractérisé donc par une politique ici vraiment en fait d'arrestation, d'enfermement et d'expulsion à une échelle considérable. On parle de plusieurs dizaines de millions de personnes qui pourraient être la cible de cette politique d'expulsion. Par ailleurs, on a un discours qui est complotiste et dans la citation du haut, en haut à gauche, il nous dit, et c'est quelque chose qui revient fréquemment dans ses discours, qu'en fait, les États-Unis sont en train de se faire envahir, mais sont en train de se faire envahir parce que les autres pays de la planète sont en train de vider leurs prisons, vider leur hôpital psychiatrique et sont en train d'envoyer leurs criminels et leurs malades mentaux aux États-Unis. Et l'invasion que subiraient les États-Unis, c'est une invasion donc limite orchestrée par les autres États qui videraient leurs prisons.
Dans la slide suivante, vous avez d'autres exemples de cette rhétorique complotiste. Vous avez à gauche une illustration qui fait écho en fait aux catastrophes naturelles donc, qui ont touché les États-Unis ces dernières semaines, avec donc une agence fédérale, la FEMA, qui est chargée en fait de l'aide d'urgence, et toute une rhétorique ici du Parti républicain de Donald Trump qui dit que les fonds de cette agence sont utilisés pour aider des migrants illégaux et non pas pour aider les Américains. Et donc, on a la comparaison ici du traitement soi-disant réservé à gauche aux Américains, à droite aux migrants illégaux. Et peut-être encore plus extrême, une phrase, enfin une phrase qui avait été lancée, une idée qui avait été lancée par son candidat à la vice-présidence et qui a été reprise par Donald Trump, l'idée que des migrants haïtiens qui sont aux États-Unis légalement, eh bien, seraient en train de capturer, de manger les animaux de compagnie des populations américaines sur place. Et vous voyez donc que là, je vous ai mis un extrait du compte Twitter d'un sénateur républicain qui en rigole, alors même que on est ici face à un niveau de racisme quand même particulièrement fort. Rhétorique donc déshumanisante contre les migrants, mais une rhétorique également de plus en plus forte contre ses opposants politiques. Et c'est la slide suivante. On a un autre terme qui était employé par l'Allemagne nazie, qui est repris ici, le terme de vermine, pour décrire les opposants politiques à Donald Trump en interne aux États-Unis. Ces derniers jours, il a à plusieurs reprises utilisé l'expression d'enemy from within, donc l'ennemi de l'intérieur, en disant que l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire ses opposants politiques, eh bien, cet ennemi de l'intérieur est plus dangereux que les ennemis externes, tels que la Chine, la Russie ou d'autres, que la principale menace pour les États-Unis, c'était l'ennemi de l'intérieur. Et il est même allé dans une intervention à dire que pour faire face à cet ennemi de l'intérieur, c'est la citation du bas, eh bien, il pourrait être nécessaire de recourir à l'armée. Donc une utilisation ici de l'armée contre des citoyens américains qui ne partagent pas les orientations politiques de Donald Trump. Et donc on est ici dans l'aboutissement d'une tendance qui prédate Donald Trump, mais qui est vraiment portée à son extrême, qui est que l'adversaire politique n'est plus traité comme un adversaire, mais est traité comme un ennemi. Et donc, c'est le signe de cette polarisation extrême de la société américaine, où on délégitimise l'existence même d'une opposition politique, on n'accepte plus l'existence de cette opposition politique, qu'on va même possiblement vouloir réprimer au travers de moyens violents. Et c'est un peu la troisième tendance de ce discours de Trump aujourd'hui, euh, une ouverture vers la possibilité de la violence comme moyen d'action politique. Et c'est la slide suivante qui présente ces extraits. Euh, il était interrogé sur Fox News par un présentateur qui était complètement dans sa poche et qui lui dit, mais rassurez-nous, vous voulez pas être un dictateur. Et Donald Trump répond, si, je veux être un dictateur le premier jour. Le premier jour, je serai un dictateur, je prendrai les mesures qu'il faut, après, je serai plus un dictateur, mais le premier jour, je le serai. Et, euh, et donc, enfin, c'est absolument sidérant qu'un candidat à la présidence américaine puisse dire, ne serait-ce que pour un jour, je serai un dictateur. C'est ce que a dit Donald Trump. Plus récemment, il a évoqué le fait que, soi-disant, la montée de la criminalité aujourd'hui aux États-Unis, qui statistiquement est démentie, mais dans son discours, donc on aurait une montée de la criminalité, se justifie en partie par l'incapacité de la police à y faire face, parce que du fait du politiquement correct de la gauche américaine, eh bien la police ne serait plus capable de répondre avec suffisamment de force aux actes criminels. Et il a appelé donc, dans une intervention, à ce que, eh bien, on ait un jour vraiment violent où la police pourrait, eh bien, aller taper, aller fortement secouer des supposés criminels de manière à leur faire apprendre leur leçon et qu'ils cessent de conduire des actes criminels. Cette même ouverture vers la violence, elle se retrouve dans le discours qu'il tient vis-à-vis des personnes qui font l'objet de poursuites suite à leur implication dans les événements du 6 janvier 2021, au moment de l'attaque donc, du Capitole. C'est des personnes qui sont illégalement rentrées dans les locaux du Capitole, qui ont tabassé un certain nombre de forces de l'ordre, qui font l'objet de poursuites aujourd'hui. Et ces gens-là sont décrits par Trump dans l'extrait que vous avez en bas comme des otages. Il emploie parfois l'expression de prisonniers politiques et il a déjà annoncé, et c'est d'ailleurs ce qu'il annonce ici, que l'une de ses premières actions sera de pardonner et de libérer
eh bien, toutes ces personnes qui ont été emprisonnées le 6 janvier. Donc une forme de légitimation ici de cet exercice de la violence qui visait à le maintenir au pouvoir à l'époque. Alors, dans ce contexte, il y a une question qui se pose, c'est comment expliquer qu'il soit aussi populaire et comment expliquer qu'il soit à deux doigts, possiblement, de redevenir président des États-Unis. Euh, c'est d'autant plus surprenant que on n'a quasiment pas de programme de campagne du côté de Donald Trump cette année. Vous avez deux propositions fortes, donc cette campagne d'expulsion massive et le fait de rehausser les taux de douane pour les importations vers les États-Unis, c'est ces deux propositions fortes, mais il n'y a quasiment rien d'autre. Et quand vous allez sur son site de campagne, c'est absolument frappant. Vous avez une vingtaine de propositions qui sont listées sur son site de campagne, mais c'est juste une phrase pour chacune de ces propositions. Il n'y a rien, il n'y a aucun détail, il n'y a pas de paragraphe d'explication, il y a aucun élément. C'est vraiment en fait une campagne qui est menée sur quasiment rien. Et quand il est interrogé dans les médias sur ses propositions concrètes à des problèmes très spécifiques, eh bien, il n'apporte pas de réponse. Il revient à ses thèmes de prédilection sur l'immigration notamment. Lors du débat, il était interrogé sur la réforme du système de santé aux États-Unis, qui fait l'objet de prises d'opposition du Parti républicain depuis plus d'une dizaine d'années, et il n'a pas de réponse, et il répond, j'ai le concept, j'ai l'ébauche d'un plan. C'était sa phrase à l'époque. On est vraiment ici face à une des caractéristiques du populisme. C'est l'idée que seul Donald Trump est capable de régler ses problèmes et qu'il est capable de les régler en fait d'une manière quasiment magique, dans une temporalité qui est complètement antipolitique, c'est-à-dire que euh, il- le seul fait qu'il puisse parvenir au pouvoir, et même parfois dans certains discours, il nous dit le 5 novembre, ça, tout changera, alors même qu'il prendrait ses fonctions seulement en janvier, quelques mois plus tard. On est donc ici typiquement face à un discours qui dit, moi je suis capable de, et faites-moi confiance pour répondre à vos problèmes, sans aucun élément de substance derrière. Alors comment expliquer qu'il soit aussi populaire malgré tout? Faut rappeler que plus de la moitié de ses ministres de son précédent mandat ne le soutiennent pas, que son ancien vice-président ne le soutient pas, qu'il a été condamné récemment au civil pour des accusations de viol, qu'il a été condamné au pénal et qu'il est le premier ex-président à être condamné au pénal. Malgré tout ça, eh bien, il est à deux doigts d'être élu président. On peut y voir un signe de l'extrême polarisation des États-Unis aujourd'hui, mais cette vision des choses, simplement attribuer ce succès à la polarisation me paraît insuffisant, et c'est ce qui illustre bien la dernière slide qu'on va vous présenter, qui est une comparaison en fait, alors ça date du début du mois, ça a quelques semaines, mais c'est une comparaison donc du score anticipé pour Donald Trump en rouge foncé à droite et du score des candidats au Sénat à gauche du Parti républicain. Et ce qu'on observe, c'est que Donald Trump est systématiquement en avance par rapport aux candidats du Parti républicain au sénatorial. Et ça montre qu'en fait, eh bien, le soutien dont il bénéficie, c'est pas un soutien automatique au Parti républicain, c'est un soutien à sa personne. C'est vraiment sa personne qui attire ses électeurs. Et il faut rappeler que l'élection de 2020, au terme d'un mandat jugé quand même relativement chaotique, au terme d'une gestion de la pandémie de Covid-21 qui est discutable, eh bien Donald Trump augmente son nombre de voix par rapport à 2016 de 11 millions de voix. Il fait en 2020 11 millions de voix de plus que 4 ans auparavant, ce qui représente une augmentation du nombre de voix de quasiment 20%. Et donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, en fait, c'est vraiment la personne de Donald Trump qui suscite un attrait, qui suscite eh bien, cette adhésion extrêmement forte et qui va peut-être le porter de nouveau à la présidence. Merci beaucoup, Adrien. Donc, après ce temps d'intervention, nous allons passer aux questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet QR. Certains l'ont fait. Mais nous allons commencer par une petite question honneur au directeur d'Alain Pariante et après, on va passer au QR. Merci. Je voulais surtout d'abord vous remercier de vos interventions respectives qui sont, je pense que tout le monde
sera d'accord avec ça, très claire, complète, un peu effrayante sur la fin, mais pour des raisons différentes. Alors moi j'ai une question presque rhétorique en fait, question purement théorique, euh, imaginons que on ait une contestation des résultats ou un chaos en quelque sorte suite aux élections. Est-ce que il y a eu des réflexions sur le fait que les grands électeurs ne votent pas pour la personne pour qui ils sont désignés? Est-ce qu'il y a une réflexion sur ça aux États-Unis ou c'est un impensé total théorique? Voilà, je voulais juste avoir cette réflexion parce que c'est vrai que pour nous en France, c'est toujours curieux ce double temps juridiquement, sur le plan juridique, que ce soit pas directement à une désignation directe. Voilà, donc je voulais savoir s'il y avait des débats là-dessus, si cette question ne se posait pas en soi, particulièrement dans ce contexte un peu incertain. Je peux peut-être apporter un début de réponse et Aurore, tu compléteras si jamais j'ai oublié quelque chose. Merci pour ta question, Alain. C'est extrêmement rare, hein. Donc les grands électeurs ou les électeurs, lorsqu'ils sont choisis, généralement sont on dit qu'ils sont parfois pledged, donc ils s'engagent à voter, et c'est dans les statuts des États hein, parfois même, hein. Ils s'engagent à voter pour le candidat qui remportera le vote populaire dans l'État. Alors, de mémoire, il me semble qu'il y a quelques années, il me semble que c'était en 2000, lors de Gore et Bush, il y a un électeur qui s'était abstenu, mais ça avait aucunement joué en faveur ou la défaveur d'un candidat, mais c'est peut-être pas la bonne élection. Mais de mémoire, je pense que sur toute l'histoire politique autour des élections présidentielles aux États-Unis, il y a peut-être trois cas qui ont pu être discutés par les politistes, mais jusqu'à présent, non. Voilà, et il y a eu bah, ce dont a parlé Adrien et Aurore l'a mentionné également, bah, autour de la certification, ce que disait Adrien, voilà, c'est le vice-président lors d'une séance qui a peut-être été davantage suivie que les années précédentes parce qu'il y avait véritablement un enjeu. Est-ce que Mike Pence va aller jusqu'au bout et est-ce que, il va certifier le résultat de l'élection? Mais là, on a vu que, en tout cas, jusqu'à présent, les institutions ont tenu. On peut être peut-être avoir davantage de sécurité en se disant que bah, pour l'instant, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir et qui le resteront jusqu'à la nomination formelle du prochain ou de la prochaine présidente. Et je pense que pour le fonctionnement, en tout cas, j'ose espérer qu'ils se plieront au processus démocratique. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué si cette année on avait eu un mandat, voilà, un Trump au pouvoir. Et est-ce qu'il aurait lâché le pouvoir s'il avait été donné perdant? Je peux pas répondre à cette question. Aurore, je te laisse compléter peut-être? Ouais, je complète un tout petit peu. En fait, on est un peu agaçant parce qu'on va tout le temps répondre que ça dépend des États. En fait, comme vraiment les élections sont gérées par les États, cette question des grands électeurs, hein, et c'est electors en anglais d'ailleurs, c'est un terme spécifique, en fait, ça se fait vraiment État par État. Et il y a eu pas mal de cas, du coup, dans le dernier cycle électoral en 2020, de grands électeurs, en fait, qui ont un petit peu changé leur vote, hein. On a quand même eu pas mal d'incidents, mais souvent pour des petits candidats. C'est rarement des choses qui ont vraiment fait basculer l'élection. Et donc, il y a pas mal d'États qui ont essayé de resserrer, suite au cycle électoral de 2020, les conditions. Je crois qu'on a 38 États qui ont du coup qui maintenant ont vraiment des règles très très strictes et il y a un certain nombre d'États aussi qui ont un petit peu poursuivi les grands électeurs qui n'avaient pas été enfin qui n'avaient pas fait ce qu'on leur avait demandé. Donc on a une tendance à un petit peu resserrer le filet autour de ces petites différences. Il faut aussi dire, c'est important que tous les personnels électoraux, là, à tous les niveaux, sont sous une pression énorme. Et il faut imaginer que c'est des gens un peu comme tout le monde, pour certains des volontaires, pour d'autres, voilà, des petits fonctionnaires, qui se retrouvent vraiment sous une grosse pression là pour l'élection de 2024, avec aussi beaucoup de campagnes à la fois personnelles et sur les réseaux sociaux de pression. Et donc ça, c'est effectivement un point qui
qui va être compliqué pour 2024 parce qu'on a du mal du coup d'assurer en fait leur sécurité. C'est vraiment des élections qui se jouent à tous les niveaux et ça va être, ça va être relativement tendu. Et il y a une peur aussi des Américains d'aller voter parce qu'ils ont peur que ça dégénère même au sein voilà, aux endroits où ils vont voter. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Pardon, Alain. Non, mais merci pour la réponse. Je te laisse, Clémence. Merci beaucoup. Donc, une autre question qui commence à affluer. Comment la Floride et les nombreux latinos qui y vivent peuvent voter pour un être aussi détestable? Il y a un petit biais dans la question. Un peu léger. Je me prononcerai pas sur le détestable. En fait, la Floride, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on a un tiers quand même de la population qui est latino ou hispanique. Donc voilà, c'est quand même assez important. Et en fait, c'est un État qui est pro-républicain. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du fait que les latinos, c'est pas un groupe homogène en termes de vote. Et surtout qu'il y a quand même une partie non négligeable qui sont très très séduits par la rhétorique républicaine. Il faut pas sous-estimer en fait l'anticommunisme de certaines populations, notamment issues de l'immigration, je pense de Cuba ou d'autres régimes autoritaires qui ont très très mal vécu en fait le départ de leur pays où ils se sont retrouvés à devoir repartir de zéro aux États-Unis alors qu'ils pouvaient être pour certains des milieux assez privilégiés. Donc ça, c'est un terreau assez fertile pour les républicains. Et puis, il faut pas aussi sous-estimer qu'il y en a beaucoup qui sont anti-immigration illégale. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont leur carte verte, en fait, ils trouvent que c'est quand même un peu gênant, tous ces immigrés, ces illégaux. Enfin, il y a aussi une forme de racisme de son propre, voilà, de son propre camp, en fait. Et une fois on a un statut, en fait, on a peur de ces illégaux et puis de toute l'image qu'ils apportent qui est assez négative. Donc c'est pas un bloc, les latinos, les hispaniques. Ils votent de façon très différente. Donc il y en a qui sont plutôt pro-démocrates, d'autres qui sont plutôt pro-républicains. Sur les questions de moralité aussi, c'est compliqué. Hein. Sur la question de l'avortement, comme on a beaucoup de gens qui sont quand même assez croyants, c'est un petit peu compliqué. Et il faut savoir aussi qu'ils participent pas beaucoup aux élections. Dans le dernier cycle électoral, il y a seulement un latino sur deux qui allait voter. Donc est-ce qu'ils vont se mobiliser en 2024? C'est vraiment la grande question. Et s'ils se mobilisent, bah, ce sera pas forcément à l'avantage des démocrates. Hein. Je ne sais pas si mes collègues veulent Juste, compléter. si tu permets, dans la diapo que j'ai montrée pour montrer l'ampleur du soutien électoral des Africains américains aux États-Unis, il y avait également des chiffres hein, sur les Latinos. Et on voit que la mobilisation est beaucoup moins forte, même si elle est pour l'instant favorable aux démocrates. On voit que sur les 3 dernières élections présidentielles, elle a diminué de manière inquiétante. Et c'est pour une raison pour laquelle hein, la mobilisation des démocrates pour l'électorat latino a été un des enjeux, ou reste un des enjeux de cette élection, et, et un électorat volatile assez inquiétant. En fait. Parce qu'on voit là, il y a une tendance lourde qui est là. Est-ce qu'elle va s'inverser pour cette élection? On ne le sait pas. On l'ignore encore, mais en tout cas, il y a rien de bien rassurant lorsqu'on regarde cet électorat pour les raisons que tu as expliquées, Aurore. Merci beaucoup. On va donc passer à une autre question. J'ai une question sur la représentativité des petits candidats. On a vu sur l'exemple de bulletin de vote la liste des candidats autres que Harris et Trump. À part Kennedy, il ne me semble pas avoir entendu parler d'un autre en France. Ces gens sont-ils visibles aux USA même s'ils n'ont aucune chance de gagner? Alors, même chose, hein, je veux bien commencer et je laisserai mes collègues compléter. Je pense que c'est une question vraiment intéressante et elle aurait pu être au cœur de nos explications, tant je pense qu'elle va être déterminante ou qu'elle pourrait être déterminante dans l'élection. On a parlé des États pivots, notamment de l'État de la Pennsylvanie. Il me semble, Adrien, que j'avais utilisé, c'est ça, une diapo où on voyait l'écart entre Trump et Biden dans cet État. Alors, je peux me tromper, c'est peut-être pas cette diapo. Moi, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Biden l'a remporté, alors que dans plusieurs États, sur le vote populaire, il avait plus de 7 millions de voix d'avance sur Trump. Au total, l'élection s'est jouée autour de 40 000 voix dans certains États avec très peu de voix d'avance pour Biden. Et il faut savoir que lors de la dernière élection, il y avait des États où certains candidats progressistes ou écologistes n'étaient pas sur les bulletins de vote. Or, cette année, il y a Jill Stein, qui est une candidate écologiste,
qui avait reçu plus d'1 million de votes dans l'État de Pennsylvanie. Elle est sur les bulletins de cette année. Et si jamais elle capte une partie de l'électorat euh, progressiste de Biden, elle peut très bien donner l'avantage dans cet État clé et dans cet État pivot à Trump. Et il est fort possible, et surtout au regard des revirements de Kamala Harris qui ne s'est pas opposée c'est au fracking, aux opérations de forage pétrolier ou de gaz de schiste dans certains États où elle a été assez ambiguë et a changé de position. Donc, l'électorat pro-environnement risque de se détourner de Harris pour aller vers Jill Stein. Il faut également, et peut-être que qu'Adrien en parlera, garder à l'esprit la situation au Moyen-Orient, où l'administration Biden et la position de Joe Biden et d'Harris et de l'administration en cours posent de gros problèmes, ou risquent de poser de gros problèmes pour la mobilisation de l'électorat jeune et étudiant. Et donc, Jill Stein, sa présence dans plusieurs États peut clairement compromettre les chances de Kamala Harris. En tout cas, si on se fie sur le réservoir de voix qu'elle a eu sur toutes les élections où elle a été présente, si elle arrive à capter à nouveau cet électorat, cela impliquera de fait en lui, comme c'est souvent le cas et ça a été le cas pour d'autres third-party candidates, on leur mettra sur le dos la défaite de candidats pro-démocratie ou démocrates euh, au bénéfice de Donald Trump. Bah, c'est le jeu politique, elle est prête à le jouer, elle ne veut pas reculer, malgré toutes les invitations à se retirer de la campagne. Elle tire à la fois sur les républicains et sur les démocrates, surtout sur les démocrates d'ailleurs, mais elle a envie d'aller jusqu'au bout parce qu'elle estime que les deux, c'est bonnet blanc, bambonnet, et le système l'autorise à candidater et qu'elle est prête à le faire, même si cela compromet les chances de Kamala Harris. En fait, pour compléter ce que dit David, l'élection, elle est tellement serrée que ça peut se jouer à un tout petit point de pourcentage. Et comme on est sur une élection winner take all, on sait que Jill Stein aura pas de grands électeurs ou alors miracle, mais qu'elle va pouvoir avoir un rôle dans certains états pivots de faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et encore une fois, c'est compliqué pour ces candidats de petits partis parce qu'ils doivent arriver à s'enregistrer dans chaque État. Ça coûte très cher, c'est très compliqué parce que chaque État a ses règles. Donc c'est quand même assez compliqué. Ceux qui ont vraiment, qui sont le plus représentés là, à cette élection, donc c'est Jill Stein pour le parti vert. Et puis on a les libertariens, Chase Oliver, qui est aussi représenté dans pas mal d'États. On a aussi d'autres petits candidats qui sont plus au niveau local, comme Cornel West, qui est un candidat qui est plus sur des questions sociales, droits civiques, etc. Voilà, donc ça peut jouer effectivement dans certains États. Vous avez vu que sur Washington, l'exemple que je vous ai montré, on avait encore Kennedy, parce qu'en fait, il s'est retiré de la course, comme vous le savez peut-être, au profit de Donald Trump d'ailleurs. Encore vraiment quelque chose d'intéressant qui s'est passé là. Et en fait, c'était trop tard pour se retirer de certaines élections. Donc, on sait qu'il y a des gens qui vont voter pour lui, alors qu'en fait, il a retiré sa candidature. On a aussi beaucoup d'États où on peut écrire le nom d'un candidat. Vous avez vu qu'il y avait des petits espaces avec des petits points. Donc, c'est write-in. Dans certains États, on peut écrire le nom d'un autre candidat. Et donc, certains candidats font campagne, mais ne sont pas officiellement inscrits. Et donc, on peut inscrire leur nom dans le bulletin. Donc, effectivement, on aura peut-être, comme en 2016, hein, des États pivots qui vont être influencés par ces petits partis qui n'ont pas d'ambition de gagner. Hein. Vraiment, c'est pas du tout des partis qui ont une ambition de gagner la présidence, mais qui ont juste une ambition de faire passer un message, voilà, d'avoir une influence et peut-être ensuite un poste fédéral ou de faire alliance avec des partis plus gros comme l'a fait Kennedy. Bah, je vais vous proposer de passer à la question suivante. Nous en avons deux qui sont un peu groupés, qui demandent un peu à revenir sur le système des grands électeurs. Donc, pouvez-vous revenir sur le processus de nomination de ces grands électeurs? Qui sont-ils? Et historiquement, ce système a-t-il déjà été remis en question? Une révision a-t-elle déjà été envisagée? Complète ou comme on a fait jusqu'à présent?
Alors oui, en fait, le système des grands électeurs était un système qui a été mis en place quand même historiquement à une époque où c'était compliqué de se déplacer et ça permettait de représenter un certain nombre de votes à la capitale. Et il y avait quand même profondément chez les pères fondateurs une méfiance de la démocratie et de la voix du peuple. Donc c'était aussi l'idée que ce soit un petit peu des gens un petit peu plus éduqués qui puissent prendre une décision. Et donc finalement, au moment où ce système a été créé, les pères fondateurs s'attendaient pas forcément nécessairement à ce que les grands électeurs représentent la vie du peuple, mais tranchent aussi de façon mesurée, voilà, éduquée, etc. Le système a perduré et en fait, il ne sera pas remis en question de sitôt parce que toutes les réformes constitutionnelles nécessitent une majorité des 2 tiers au Congrès, plus un vote à la majorité aussi des États. Donc c'est extrêmement délicat de réformer la Constitution et à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est tellement envisagé. En tout cas, qui rassemblerait suffisamment de voix pour pouvoir passer. Je ne sais pas si vous voulez nuancer mon propos, mais en tout cas, moi, je vois pas d'initiative qui permette de réformer ce système dans l'immédiat, même si effectivement, il est quand même relativement contesté. Et c'est un système qui permet aussi un équilibre entre, comme l'a expliqué David, le niveau fédéral et le niveau fédéré, une représentation aussi des États qui soient pas noyés dans la masse et qui puissent voilà, représenter quand même les États ruraux euh, un peu moins peuplés. Oui, juste pour ajouter un point et prolonger ta réponse, Aurore, c'est une discussion, c'est une question qui revient à chaque fois et souvent après chaque élection. Et ce questionnement est légitime, hein, puisque si l'on regarde les élections présidentielles, avant l'élection de 2000, il n'y avait qu'un seul exemple où le candidat qui avait remporté l'élection n'avait... Alors attendez, je ne veux pas me mélanger les pinceaux. Il n'y avait une seule élection, celle de Grover Cleveland en 1888, où le candidat qui avait remporté l'élection n'avait pas remporté ou avait remporté le vote populaire. Et à partir de 2000 et l'élection Bush-Gore, les candidats à l'élection présidentielle, en tout cas les candidats républicains, ont remporté l'élection présidentielle sans toutefois remporter le vote populaire. Donc, on l'a vu, Trump a été élu en 2016 à la surprise générale, alors qu'il avait plus de 3 millions de voix de moins sur le vote populaire, si on prend le vote populaire qu'Hillary Clinton. Donc, cette question avait déjà été posée moins aux États-Unis qu'à l'étranger, mais parfois, il y a une frange politique hein, qui est pour la remise en question de ce système, mais comme tu l'expliquais, Aurore, c'est extrêmement compliqué. Même chose, on l'a vu avec une plus grande ampleur lorsque Biden a remporté l'élection présidentielle face à Trump. Il a remporté avec plus de 7 millions de voix. Mais si on agrège toutes les voix dans les États, il a remporté en gros de seulement 43 000 électeurs. Donc c'est un système qui clairement bénéficier pardon, à la minorité. Et c'était également un système, en fait, ce système de surreprésentativité des États, surtout sur le plan... on retrouve ce déséquilibre et ce pouvoir de la minorité également dans la chambre haute du Congrès, ce qui est au Sénat, où on a des sénateurs qui ont un pouvoir politique euh, qui reste bien plus grand que leur représentativité à l'échelle du pays, avec des petits États qui se retrouvent bien avec 2 sénateurs à prendre des décisions politiques importantes pour le pays, alors qu'ils constituent, ou en tout cas qu'ils ont été moins bien élus que d'autres sénateurs. Donc ce système particulier qui bénéficie au parti qui peut être considéré comme le parti en difficulté est là pour perdurer. En tout cas, je l'ai dit, et on n'est pas rentré dans les stratégies électoralistes de charcutage électoral mises en place par les républicains pour conserver le pouvoir à tout prix, raison pour laquelle on peut s'interroger sur la remise en question d'un système qui, pour l'instant, les protège. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer maintenant plutôt à une question sur l'international. Je vais en regrouper Paris 2, vu qu'il y a 2 questions qui ont été
posée à ce sujet. Donc, quelles pourraient être les conséquences de l'élection de Trump sur le conflit en Ukraine, mais aussi au vu des positions pro-israéliennes des deux candidats qui laissent peu de marge aux questions de politique étrangère, quel autre facteur enjeux internationaux pourrait marquer le vote de certains? Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'en fait, les questions internationales sont complètement à la marge de l'élection, alors même que le résultat de l'élection pourrait avoir des répercussions très fortes pour ces enjeux internationaux et pour les pays qui sont alliés des États-Unis, ou euh, que ce soit Israël d'un côté ou l'Ukraine de l'autre. Euh, des questions internationales qui sont absentes avec un tout petit astérix, c'est qu'en fait, au sein du Parti démocrate, eh bien, on a une frange quand même qui est plutôt pro-palestinienne et qui pourrait tenter, justement du fait des prises de position pro-israéliennes de l'administration Biden et de Kamala Harris, une frange du Parti démocrate qui pourrait être tentée de ne pas voter, de s'abstenir lors des élections et donc de donner un petit avantage potentiellement à Trump, surtout dans les quelques États du Nord, ça pourrait jouer. Euh, donc finalement, à la fois on n'en parle pas, c'est pas un thème de campagne, et c'est pas un thème sur lesquels s'opposent Trump et Harris, et en même temps, ça pourrait être effectivement un facteur important dans la décision au final. Quant à la répercussion de l'élection, là, bon, si Kamala Harris l'emporte, on sera dans la continuité de la politique de Joe Biden. Euh, Ça serait étonnant qu'il y ait une évolution, que ce soit dans le soutien à l'Ukraine ou dans le soutien à Israël aujourd'hui. En revanche, si Donald Trump l'emportait, on a une possibilité de recomposition beaucoup plus importante du rôle des États-Unis sur la scène internationale. Donald Trump a exprimé certaines sympathies vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de Vladimir Poutine, a critiqué à plusieurs reprises Zelensky et l'Ukraine. Il n'a pas dit explicitement qu'il arrêterait de financer l'effort de guerre ukrainien, mais ça paraît être a priori la position assez logique qui découle de ces prises de parole. Euh, donc effectivement, au-delà même de la question spécifique de l'Ukraine, un enjeu extrêmement important, c'est l'enjeu du devenir de l'OTAN. Euh, Donald Trump qui avait fortement critiqué l'OTAN pendant sa première campagne présidentielle, qui, quand il avait été élu, avait refusé publiquement de s'engager autour donc de l'article 5 de l'OTAN, qui est l'article de défense collective. Donc, il avait refusé de venir au secours d'un État de l'OTAN qui pourrait être attaqué. Et on sait qu'il a eu à un moment l'intention de quitter l'OTAN et que c'est ses conseillers qui ont vraiment fait bloc pour l'empêcher de franchir ce pas. S'il est réélu, ce qui changera fortement par rapport à son premier mandat, c'est le fait qu'il aura des conseillers qui seront choisis par leur loyauté à lui et qui seront beaucoup moins un obstacle à la mise en œuvre de ses politiques. Et s'il souhaite quitter l'OTAN, alors il ne pourra pas le faire parce que le Congrès a passé une loi qui l'en empêchera, mais il pourra complètement vider de sa substance la participation américaine à l'OTAN, par exemple en refusant de nommer un ambassadeur, en refusant de participer aux réunions de l'OTAN. Donc en fait, les États-Unis seraient sur le papier toujours membres de l'OTAN, mais dans les faits, n'y seraient plus. Et ça a des répercussions extrêmement fortes pour les pays européens qui pourraient se retrouver seuls, ne plus pouvoir compter sur l'alliance avec les États-Unis dans le contexte qu'on connaît, donc de retour de la guerre aux frontières de l'Europe. Du coup, nous allons passer à une autre question. Comme il n'y a qu'un seul tour, est-il déjà arrivé que des candidats se désistent pour espérer un report de voix en faveur de tel ou tel candidat? Oui, alors je vais y répondre rapidement. En fait, il n'y a pas un seul tour, il y en a deux, puisque finalement, les primaires seraient un équivalent du premier tour. En fait, on a déjà au sein des deux grands partis des primaires qui permettent de choisir un candidat. Donc, à tous les niveaux, hein, il y a des primaires pour les gouverneurs, il y a des primaires pour le président, il y a aussi des primaires sur même des petits, enfin voilà, des élections plus locales. Et donc, c'est ces primaires qui permettent d'avoir un candidat par parti. Donc, les petits partis ont une autre stratégie en interne qui leur est propre. Mais en tout cas, pour les grands partis, on peut considérer que les primaires qui ont eu lieu donc de janvier et qui ont culminé au mois d'août avec la nomination lors des congrès donc démocrates et républicains sont un équivalent de premier tour. Merci beaucoup. Et vu l'heure, nous allons passer à la dernière question. Je suis désolée, nous ne pourrons pas répondre à toutes.
Donc, est-ce que les enjeux de genre ne sont pas centraux, c'est-à-dire le clivage selon le sexe dans les intentions de vote? La dimension personnelle de Trump, viriliste et autoritaire, semble plaire, notamment aux hommes blancs. Le terme woke, wokisme, est-il évoqué dans cette campagne et enjeu de polarisation? Du coup, la question du genre, elle est vraiment très intéressante sur cette élection. Au niveau des candidats, déjà pour commencer, en fait, comme les démocrates se sont plantés en 2016 avec Hillary Clinton, vous l'avez peut-être remarqué, mais Kamala Harris a choisi dans sa campagne de ne pas souligner le fait que ce serait la première femme présidente, ce serait la première femme de couleur présidente. Voilà, elle essaye vraiment de ne pas communiquer là-dessus, parce qu'en fait, les démocrates sont plutôt inquiets. Et on le voit dans les sondages, je crois qu'il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière qui montrait qu'un homme noir sur quatre n'allait pas voter pour Kamala Harris parce que c'était une femme. Donc une certaine misogynie, il y a vraiment c'est une difficulté, hein, réelle pour Kamala Harris d'être une femme de couleur et de se présenter à ce poste. Elle est plus jeune que Biden, donc sa candidature est plus enthousiasmante, mais il y a un vrai handicap qui est lié à ça. Et alors, plus généralement sur les questions de genre, hein, on a une polarisation qui est vraiment extrêmement claire entre les démocrates et les républicains. Sur tout ce qui est qu'on pourrait considérer comme le wokisme, alors on va prendre son interprétation un peu étroite, mais qui pourrait considérer les questions raciales et les questions de genre. On a vraiment une polarisation, c'est noir et blanc entre les républicains et les démocrates. Donc là, Harris et Trump sont vraiment dans la ligne de leur parti. Donc avec Kamala Harris qui est pro-avortement, donc pour le choix, qui est vraiment à l'initiative de l'enseignement, par exemple, des questions raciales ou de ce qu'on appelle la critical race theory, donc toutes les questions d'éducation sur le racisme institutionnel et tous ces éléments. Et face à ça, on a Trump qui est qui représente vraiment le Parti républicain avec une critique vraiment acerbe de ce wokisme de gauche. Par exemple, la campagne de Trump a créé un petit surnom pour Tim Walz, qui a été quand même très progressiste dans son état, notamment sur les questions de genre. Il lui a donné comme surnom Tampon Tim, ce qui se moque du fait qu'il aurait, bon, sur les questions, vous savez, il y a toute une question sur les toilettes. Donc, est-ce que les toilettes doivent être genrées, mixtes, etc. Et donc, comme Tim Walz a été assez engagé sur ces questions-là, la question c'est est-ce que Tim Walz a mis des tampons dans les toilettes des garçons? Voilà, ça fait beaucoup rire les républicains. Ah ah, on mettrait des tampons dans les toilettes des garçons. Vraiment, ces démocrates, ils sont débiles, ils font vraiment n'importe quoi. Et donc, son surnom, c'est Tampon Tim auprès des conservateurs. Donc, on voit que c'est des questions clivantes et le débat est extrêmement pauvre, en fait, hein, des deux côtés, parce que, il y a vraiment une attitude, une ligne du parti qui est défendue d'un côté comme de l'autre, voilà, sur ces questions-là. Peut-être pour compléter et renforcer l'idée qui vient d'être évoquée d'un débat très pauvre, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur la rhétorique un peu extrême de Trump et sur la mobilisation de théories du complot. Euh, il a à plusieurs reprises énoncé que les démocrates étaient pour un droit à l'avortement jusqu'au neuvième mois et même après la naissance. Donc il parle en fait d'exécution des bébés après la naissance. Et sur la question des transgenres, il ne cesse de dire que dans certains États, eh bien, les parents emmènent leur enfant à l'école le matin, ils sont garçons le matin, ils les récupèrent le soir en sortant de l'école, c'est une petite fille, parce que l'État a procédé, donc sans l'avis des parents, à une opération chirurgicale dans la journée pour changer le sexe des enfants. Et donc on a vraiment une caricature de ces débats. Et ici, une démarche de l'administration Trump, surtout sur les questions transgenres, en fait, de vraiment euh, aller euh, enfin, mobiliser directement contre les personnes transgenres et d'essayer de susciter un rejet très fort et de mobiliser autour de ce rejet euh, dans l'opinion publique. Non, peut-être pour terminer là-dessus, un dernier mot, hein. Il suffit de voir, pour voir les positions des deux partis sur les questions d'inclusivité, de genre. Je vous invite à aller voir les comptes rendus, juste les highlights des conventions républicaines et démocrates. Pour les moments où il y a eu la nomination formelle de Trump et de Harris, il suffit de regarder le public.
la manière dont les résultats ont été annoncés et les sympathisants et les membres des partis de chaque État qui sont venus pour soutenir les candidats républicains et démocrates, pour voir le clivage et la polarisation forte des deux partis, où on a deux partis qui, délibérément, hein, peut-être, ont fait le choix, en tout cas c'est clair pour le Parti démocrate, ont fait le choix d'ouverture vers sur les questions de genre, de race, de représentativité, alors que vous regardez la Convention républicaine, on a l'impression d'avoir la même convention que celle qui a mis Ronald Reagan comme président. Merci beaucoup. Donc, ça sera le mot de la fin. On va conclure. Donc, merci à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Vous étiez plus de 130 ce soir à nous suivre. Vous pouvez retrouver les anciens numéros sur notre chaîne YouTube aussi. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi si vous voulez suivre nos actualités. Je vous mets tout de suite pour le lien sur le chat. D'autres petites infos très rapidement sur la même thématique pour les Bordelais. Je vous invite à participer à une autre conférence qui aura lieu le 4 novembre à 17h30 en présentiel uniquement. C'est pour ça que j'y vais que pour les Bordelais et pour laquelle David Attin reviendra aussi. Il s'agit de l'élection présidentielle américaine, une démocratie sous tension, qui a été proposée par un de nos collègues, Thomas Accard. Donc, je vous mets sur le chat tout de suite nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube afin de vous abonner et suivre nos actualités. Le prochain webinaire citoyen que nous organisons aura lieu le 26 novembre à 18h30 sur le thème Pouvons-nous nous défendre contre les ingérences étrangères? C'est proposé donc par un collègue, Hugo Flavier, qui est au Centre de recherche et de documentation européenne et internationale, sera accompagné d'Anne-Marie Tournepiche, professeure dans ce même labo, et du service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères, aussi appelé Visinum. Donc, sur ces paroles, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous